7 juin 1944, peu après l'aube, dans un quartier général près de Paris, le général Leo Geyer von Schweppenburg étudia la carte déployée sur sa table d'opération. Les punaises marquant ses divisions Panzer formaient un schéma qu'il avait conçu lui-même. La Panzerlehr se déplaçant depuis Chartres, la 12e Panzerdivision SS avançant depuis Lisieux, d'autres unités blindées convergeant de toute la France. Sur le papier, cela ressemblait à un marteau sur le point de s'abattre. Les Alliés avaient débarqué en Normandie seulement 24 heures plus tôt. Leur tête de pont était encore peu profonde, encore vulnérable, encore à portée d'un coup de poing blindé concentré. Si les panzers de Geyer pouvaient atteindre la côte avant la nuit du 8 juin, ils pourraient encore rejeter l'invasion dans la Manche. Geyer avait passé 2 ans à préparer ce moment. Il commandait la réserve blindée la plus puissante d'Europe occidentale. La Panzerlehr alignait à elle seule plus de 200 chars et canons d'assaut, plus des centaines de semi-chenillés et de véhicules blindés. La 12e SS ajoutait une autre force de frappe redoutable. Ensemble avec les autres divisions sous sa coordination, Geyer contrôlait suffisamment de blindés pour écraser toute tête de pont s'il pouvait les concentrer à temps. À minuit, il comprendrait que son armée de panzers mourait sur les routes françaises, détruite par un ennemi pour lequel son entraînement ne l'avait jamais préparé à combattre. Le général Leo Geyer von Schweppenburg commandait le Panzergruppe West, la réserve blindée stratégique de l'Allemagne en France. 4 décennies sous l'uniforme lui avaient enseigné une leçon. Frappez vite, frappez fort, avant que l'ennemi ne se consolide. Il avait étudié le problème de l'invasion avec attention. Les premières 48 à 72 heures seraient critiques. Pendant cette fenêtre, une attaque de panzer concentrée pourrait diviser les plages alliées, tout comme l'avaient fait les blindés allemands à Dunkerque en 1940. Le matin du 7 juin, Geyer avait toutes les raisons d'être confiant. La Panzerlehr et la 12e SS étaient déjà en route vers la Normandie. Le marteau se levait. Ce que Geyer ne comprenait pas encore, c'est que les routes elles-mêmes étaient devenues un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, ces panzers avaient déjà perdu. Les rapports commencèrent à arriver peu après 9 heures. Au début, ils semblaient routiniers. Des mentions éparses d'attaques aériennes le long des voies d'approche. Un convoi de carburant touché près d'Alençon. Une colonne retardée par des routes défoncées au sud de Falaise. C'étaient les frictions attendues de la guerre, les revers mineurs que rencontrait toute opération militaire. Aucune campagne ne se déroulait jamais parfaitement selon le plan. L'état-major de Geyer enregistrait les rapports et mettait à jour la carte de situation. Le tableau général restait favorable. La Panzerlehr progressait vers sa zone de rassemblement. La 12e SS avançait vers Caen. D'autres unités étaient en mouvement sur le réseau routier français. Le calendrier avait légèrement glissé, mais de tels retards étaient normaux dans des opérations complexes impliquant des milliers de véhicules et des dizaines de milliers d'hommes. Mais à mesure que la matinée avançait, la tendance dans les rapports commença à changer. Un commandant de bataillon de panzer rapporta que ses camions-citernes avaient été détruits par des chasseurs bombardiers près d'Argentan. Sans carburant, ces chars s'étaient arrêtés dans un verger pour attendre un ravitaillement qui ne viendrait peut-être jamais. Un officier des transmissions de la 12e SS rapporta que ces véhicules de signalisation avaient été pris sur une route ouverte et incendiée. 3 voitures de commandement détruites, 6 hommes tués. Le réseau de commandement régimentaire temporairement réduit au silence. Vers midi, les incidents individuels étaient devenus un flot. Geyer se tenait devant la table cartographique tandis que ses officiers du renseignement lisaient les derniers messages. Colonne attaquée près de Thury-Harcourt, 14 véhicules détruits. Convoi de munitions touché à l'extérieur de Vire, explosion pendant 20 minutes alors que les obus s'enflamment dans les camions en feu. Transport de chars pris sur la route de Falaise, 5 Panthers perdus avant même d'atteindre le champ de bataille. Unité médicale mitraillée près de Mortain, ambulance brûlant au bord de la route, blessés mourant dans les épaves. L'officier des opérations tentait de maintenir le tableau général.
Les divisions avançaient toujours, le calendrier avait certainement glissé, mais la contre-attaque était encore possible. Les pertes étaient dans les paramètres acceptables pour une opération majeure. Geihr écoutait en silence. C'était un vétéran de campagne où l'attaque aérienne avait été une nuisance, pas une catastrophe. Il avait vu la Luftwaffe dominer le ciel au-dessus de la Pologne et de la France dans les premières années de la guerre. Il avait regardé les colonnes allemandes avancer en plein jour, protégées par des chasseurs amis au-dessus, confiantes que le ciel leur appartenait. Mais les rapports continuaient, et à chaque heure, le tableau s'assombrissait. En milieu d'après-midi, l'état-major de Geihr traquait un schéma qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Les attaques n'étaient pas aléatoires, elles étaient systématiques. Chaque route majeure menant vers la Normandie était sous surveillance continue. Chaque colonne qui se déplaçait en plein jour était repérée et frappée en quelques minutes. L'ennemi semblait savoir exactement où se trouvaient les unités allemandes, exactement quand elles seraient vulnérables, exactement comment les détruire pièce par pièce. Quelque chose avait changé dans la guerre, et Geihr ne faisait que commencer à comprendre ce que c'était. Ce que Geihr ne pouvait pas voir depuis son quartier général près de Paris, c'était la machine que les Alliés avaient de construite au-dessus des routes de France. En juin 1944, les Alliés occidentaux contrôlaient une force aérienne d'une taille et d'une sophistication stupéfiantes. Les 8e et 9e forces aériennes américaines combinées à la Royal Air Force britannique pouvaient émettre des milliers d'avions dans le ciel de France un jour donné. Pour la tâche spécifique de détruire les mouvements allemands, ils avaient développé quelque chose d'inédit. Un système air-sol intégré, conçu pour transformer les réseaux de transport en zones de mise à mort. L'arme de choix était le chasseur-bombardier. Le P-47 Thunderbolt américain était une bête d'appareil, 7 tonnes de moteur, de blindage et de puissance de feu, pouvant transporter 900 kg de bombes ou 8 roquettes tout en conservant les performances pour combattre d'autres avions. Les pilotes l'appelaient le Jug, abréviation de Juggernaut. Il pouvait absorber des punitions qui auraient détruit des chasseurs plus légers. Le Hawker Typhoon britannique était tout aussi redoutable, armé de roquettes de 27 kg, chacune capable de pénétrer le blindage de la plupart des véhicules allemands. Le Typhoon avait été spécifiquement optimisé pour attaquer les colonnes blindées et les points forts. Ces pilotes s'étaient entraînés pendant des mois à l'art de l'attaque en piqué, libérant leurs roquettes au bon angle et altitude précis pour maximiser la destruction tout en minimisant leur propre exposition aux tirs au sol. Mais les avions n'étaient qu'une partie du système. Des mois avant le jour J, les planificateurs alliés avaient lancé le Transportation Plan, une campagne systématique pour détruire les chemins de fer, les ponts et les carrefours routiers français. En mai 1944 seulement, les bombardiers alliés avaient largué des dizaines de milliers de tonnes d'explosifs sur les gares de triage de Paris à la Manche. Les ponts sur la Seine et la Loire avaient été systématiquement démolis. Les carrefours routiers clés avaient été défoncés et redéfoncés jusqu'à devenir impraticables. Le but était simple. Quand l'invasion viendrait, les divisions allemandes trouveraient leur chemin de fer coupé et leur route canalisée vers des trajets prévisibles que les avions alliés pourraient patrouiller avec une efficacité mortelle. Puis, pour l'invasion elle-même, les Alliés déployèrent quelque chose que Geihr n'avait jamais affronté, un contrôle tactique en temps réel qui liait les avions aux forces terrestres dans un réseau transparent. Des stations radars mobiles, certaines montées sur camions près des plages normandes, pouvaient suivre les avions à travers la zone de bataille. Des centres de contrôle au sol maintenaient le contact radio avec les escadrons de chasseurs bombardiers, les dirigeant vers des cibles signalées par des vols de reconnaissance ou des observateurs avancés. Les officiers de liaison de l'armée aux quartiers généraux de corps pouvaient demander des frappes aériennes et voir des avions au-dessus d'eux en quelques minutes. L'ensemble du système était relié par des réseaux radio et des procédures standardisées permettant une communication instantanée entre le sol et les airs. Le résultat était un réseau qui fonctionnait presque comme un organisme vivant.
Une colonne allemande commençait à bouger sur une route française. En quelques minutes, un avion de reconnaissance ou un observateur au sol signalait sa position. Le rapport atteignait un centre de contrôle. Les contrôleurs dirigeaient les chasseurs bombardiers les plus proches vers la cible. Les pilotes piquèrent du ciel, larguaient leurs armes et remontaient avant que les Allemands ne puissent organiser une DCA efficace. Puis, un autre vol arrivait, puis un autre. Les attaques étaient implacables, méthodiques et terriblement efficaces. Les soldats allemands qui survivaient à ces attaques décrivaient l'expérience comme celle d'être traqués. Il n'y avait pas d'heure sûre, pas de route sûre, pas de distance sûre du champ de bataille. Le ciel avait des yeux partout, et ses yeux dirigeaient des armes qui frappaient sans avertissement. Le 7 juin 1944, les P-47 de la 9e force aérienne américaine effectuèrent plus de 2000 sorties de chasseurs bombardiers en soutien au débarquement de Normandie. Les Typhoons de la RAF en ajoutèrent des centaines d'autres. Chaque route majeure dans un rayon de 100 km des plages était sous patrouille continue du premier jour jusqu'à la nuit tombée. Les divisions Panzer de Geier n'avançaient pas vers la bataille. Elles avançaient dans un piège et les mâchoires de ce piège se refermaient à chaque heure qui passait. Vers 15 heures le 7 juin, les rapports parvenant au quartier général du Panzergruppe Ouest étaient devenus impossibles à ignorer. La division Panzerlehr, la formation d'élite sur laquelle Geier comptait pour mener la contre-attaque, saignait sur les routes au sud de Caen. Le commandant de la division, le général Fritz Bayerlein, avait rapporté que ces colonnes étaient sous attaque aérienne continue. Les camions-citernes brûlaient, les véhicules de munitions explosaient, les semi-chenillés transportant les panzers-grenadières étaient dispersés dans la campagne française, leurs équipages cherchant un abri dans les fossés et les vergers, partout où ils pouvaient trouver refuge contre les avions tournoyant au-dessus. Bayerlein lui-même avait failli mourir ce matin-là. Sa voiture de commandement avait été mitraillée par des Thunderbolts alors qu'il traversait une portion de route découverte près d'Argentan. Il n'avait survécu qu'en se jetant dans un fossé tandis que les balles de mitrailleuse traçaient des motifs dans la terre autour de lui. Quand il émergea, tremblant d'adrénaline, sa voiture brûlait et 2 de ses officiers d'état-major étaient morts. Le général qui était censé mener la contre-attaque avait passé 1 heure caché dans un fossé de drainage comme un simple fantassin. Les chars eux-mêmes survivaient souvent aux attaques individuelles. Un Panzer IV ou un Panther pouvait absorber des tirs de mitrailleuse et il fallait que les bombes frappent près pour détruire de tels véhicules lourdement blindés. Mais les chars ne pouvaient pas combattre sans carburant, ils ne pouvaient pas combattre sans munitions, ils ne pouvaient pas combattre sans l'infanterie et l'artillerie qui en faisaient une partie d'une formation d'armes combinées capable d'opérations offensives soutenues. Et tous ces éléments de soutien étaient systématiquement détruits. Le journal de guerre de Bayerlein, retrouvé après la guerre, enregistrait l'ampleur de la destruction. En une seule journée de marche, la Panzerlehr perdit plus de 80 véhicules à cause des attaques aériennes. La plupart étaient en des transports non blindés, des camions-citernes et des véhicules de soutien, mais les pertes incluaient 5 chars détruits avant même de voir une unité ennemie au sol. Sa division était démembrée en marche. La 12e Panzerdivision SS ne s'en tira pas mieux. Ses colonnes poussant vers Caen depuis l'Est furent prises sur des routes découvertes sous la lumière de l'après-midi. Les Typhoons armés de roquettes descendirent sur les jeunes soldats de la division Hitlerjugend avec une précision méthodique. Des vétérans qui avaient survécu des années sur le front de l'Est se retrouvaient eux-mêmes impuissants contre un ennemi auquel ils ne pouvaient riposter. Un ennemi qui frappait du ciel et disparaissait avant qu'une réponse ne soit possible. Au quartier général du Panzergruppe Ouest, l'état-major de Geier tentait de maintenir l'ordre. Il redirigeait les colonnes vers des routes secondaires. Ils ordonnaient de restreindre les mouvements à l'aube et au crépuscule. Il demandait une couverture de chasseurs de la Luftwaffe pour protéger les panzers qui approchaient. Les demandes restèrent sans réponse. La Luftwaffe,
décimé par des mois d'attrition au-dessus du Reich, ne pouvait pas contester la supériorité aérienne alliée sur la France. Les chasseurs allemands qui s'élevaient pour défier les avions alliés étaient en infériorité numérique et pourchassés. Le 7 juin, la Luftwaffe effectua moins de 300 sorties au-dessus de la Normandie. Les Alliés en effectuèrent plus de 10 000. En soirée, Geyer faisait face à une situation pour laquelle son entraînement ne l'avait pas préparé. Ses divisions se déplaçaient toujours nominalement vers la Normandie. Les flèches sur la carte pointaient toujours vers les plages. Mais la réalité derrière ces flèches était devenue un cauchemar de véhicules en flammes, d'unités dispersées et de communications coupées. La contre-attaque qu'il avait planifiée n'allait pas se produire le 8 juin. Peut-être pas le 9 juin, peut-être jamais. Le moment de clarté vint quelque temps après 21 heures. Geyer se tenait seul devant la carte d'opération. Son état-major s'était retiré à ses devoirs, traitant le flot incessant de rapports, essayant d'imposer de l'ordre au chaos. Le quartier général était silencieux, à part le cliquetis des téléscripteurs et le murmure des opérateurs radio parlant à voix basse. La carte montrait ce qui aurait dû se passer, des flèches convergeant sur Caen, des divisions se massant pour le coup décisif, le point blindé se préparant à frapper. Mais Geyer avait passé la journée à lire des rapports de pertes, des résumés logistiques et des messages de plus en plus désespérés de ses commandants divisionnaires. Il savait ce que les flèches cachaient. La Panzerlehr avait perdu peut-être 30% de sa capacité de transport en une seule journée de marche. Les camions-citernes qui avaient survécu étaient presque vides et les convois de ravitaillement étaient détruits plus vite qu'ils ne pouvaient être organisés. La 12e SS était arrivée près de Caen avec ses unités dispersées sur des kilomètres de campagne française, ses réserves de carburant presque épuisées, ses communications perturbées. D'autres divisions étaient encore à des jours, rampant vers l'avant sur des voies ferrées endommagées et des routes défoncées. Le coup blindé concentré qu'il avait envisagé était déjà impossible. Ces divisions atteindraient le front éventuellement, mais elles arriveraient par morceaux, épuisées, en sous-effectif, à court de carburant et de munitions. Elles seraient engagées dans la bataille, une unité à la fois comme renfort plutôt que comme force de frappe. Et les Alliés, ils débarquaient plus de troupes chaque heure, plus de chars, plus d'artillerie, plus de tout. Au moment où les panzers de Geyer pourraient se masser pour une attaque coordonnée, la tête de pont serait trop forte pour être brisée. Geyer avait passé sa carrière à étudier la guerre blindée. Il comprenait les mathématiques de la concentration, la physique de la percée, la logistique de l'exploitation. Il avait maîtrisé l'art de déplacer de grandes formations à travers un territoire hostile pour porter des coups décisifs. Mais il n'avait jamais affronté un ennemi qui pouvait voir chaque mouvement et frapper chaque colonne. Il n'avait jamais fait une guerre où les routes elles-mêmes étaient le champ de bataille, où l'approche était la bataille, où les formations étaient détruites avant de pouvoir se déployer. Il comprenait maintenant que la guerre pour laquelle il s'était entraîné, la guerre de char contre char, de concentration et de manœuvre, de poussée blindée décisive, cette guerre était finie. Une nouvelle sorte de guerre l'avait remplacée. Une guerre de système, de réseau et d'information. Une guerre où celui qui contrôlait le ciel contrôlait tout ce qui était en dessous. L'Allemagne avait perdu cette guerre avant même que le premier panzer ne roule vers la Normandie. Geyer continua à donner des ordres. Il continua à coordonner les mouvements et à allouer les ressources. Il fit son devoir comme il l'avait toujours fait. Mais quelque part dans les heures calmes de cette nuit de juin, il cessa de croire que ses panzers rejetteraient les Alliés à la mer. Les mathématiques ne le permettaient plus. Les jours qui suivirent confirmèrent ce que Geyer avait compris. Dans la nuit du 7 juin, ces divisions panzer atteignirent finalement le front normand. La Panzerlehr engagea les forces britanniques autour de Tilly-sur-Seulles. La 12e SS combattit férocement près de Caen, acquérant une réputation redoutable de ténacité et de compétence qui impressionna même ses ennemis. Des batailles de chars individuels produisirent des moments de succès tactique. Les équipages allemands, beaucoup vétérans du front de l'Est, combattirent avec compétence et détermination. Mais le moment stratégique était passé.
Au 9 juin, plus de 300 000 soldats alliés étaient à terre. Au 12 juin, plus de 400 000. Des chars, de l'artillerie, des munitions, du carburant. Tout cela affluait à travers les plages en quantité qui éclipsait la capacité logistique allemande. La tête de pont, qui aurait pu être vulnérable le 7 juin, était devenue une forteresse imprenable le 10 juin. La contre-attaque que Geier avait planifiée ne fut jamais lancée. Au lieu de cela, ses divisions furent engagées dans une bataille défensive, essayant de contenir un ennemi dont la force grandissait chaque jour, tandis que la force allemande s'épuisait lentement. Le 10 juin, 3 jours après l'invasion, les Alliés localisèrent le quartier général de Geier, près du village du Laken, au sud-ouest de Caen. Des renseignements provenant de la reconnaissance aérienne, d'interceptions radio et de rapports de la résistance avaient identifié la concentration de véhicules et d'équipements de communication. Peu avant 19 heures, une force de Typhoons de la RAF et de bombardiers moyens frappa le complexe du quartier général. Des bombes et des roquettes saturèrent la zone. Des officiers d'état-major furent tués à leur bureau. L'équipement de communication fut détruit. Des cartes et des plans furent dispersés ou brûlés. Geier lui-même fut grièvement blessé par des éclats d'obus, des fragments lui déchirant le corps alors qu'il tentait d'atteindre un abri. L'attaque sur la Caen détruisit le Panzergruppe Ouest en tant que quartier général fonctionnel. Le commandement et le contrôle des opérations blindées allemandes en Normandie échurent à des arrangements improvisés. Geier fut évacué vers un hôpital à l'arrière et finalement relevé de son commandement. Dans ses écrits d'après-guerre, Geier réfléchit à ce qui s'était passé. Il ne blâma pas son état-major ni ses soldats. Il ne prétendit pas que de meilleures tactiques ou un mouvement plus précoce auraient dû changer l'issue. Il se blâma lui-même et tous les commandants allemands pour avoir échoué à comprendre à quel point la nature de la guerre avait complètement changé. La bataille décisive, écrivit-il, ne fut pas livrée sur les plages. Elle fut livrée sur les routes menant aux plages, où la puissance aérienne alliée effaça le dernier espoir de l'Allemagne de concentrer suffisamment de forces pour peser. La bataille de Normandie continua pendant encore 2 mois. Les forces allemandes combattirent pour chaque haie, chaque village, chaque carrefour. Les divisions Panzer, qui avaient été massacrées sur les routes du 7 juin, continuèrent à résister avec détermination et compétence. Elles infligèrent de lourdes pertes aux forces alliées. Elles contestèrent chaque avance. Elles firent de la libération de la France une lutte sanglante et acharnée qui coûta des dizaines de milliers de vies des 2 côtés. Mais rien de tout cela ne changea l'équation fondamentale qui avait été établie dans ces premières 24 heures. Les Allemands menaient maintenant une campagne défensive, échangeant de l'espace contre du temps, perdant une force qu'ils ne pouvaient remplacer. L'initiative était passée aux Alliés et ne reviendrait jamais. La fenêtre pour inverser l'invasion s'était refermée dans les premières 24 heures. Quand on demande ce qui a décidé du sort du jour J, la réponse réside peut-être moins dans le drame d'Omaha Beach et plus dans les convois en flammes dispersés à travers la campagne française. Les soldats alliés qui prirent d'assaut les plages méritent leur place dans l'histoire, mais aussi les pilotes, les contrôleurs, les opérateurs radars et les officiers logistiques qui construisirent un système qui détruisit la réserve blindée de l'Allemagne avant qu'elle ne puisse combattre. En 1940, les panzers allemands avaient avancé à travers la France en formation rapide et balayante, tandis que le ciel restait, sinon ami, du moins contesté. La Luftwaffe avait protégé ses colonnes, avait mitraillé les positions ennemies, avait tenu les avions alliés éloignés des routes et voies ferrées vitales. En 1944, la réserve blindée allemande tenta de répéter ce miracle dans des conditions complètement différentes. Les routes qui avaient été autrefois des autoroutes vers la victoire étaient devenues des terrains de mise à mort. La concentration qui avait été autrefois la clé de la percée était devenue impossible sous les yeux observateurs de la reconnaissance alliée. Les systèmes vainquirent le courage, les mathématiques vainquirent la volonté. Et le général qui passa 24 heures à regarder son armée de panzers mourir sur les routes françaises apprit une leçon qui définirait la guerre pour les générations à venir. Contrôler le ciel
et vous contrôlez tout ce qui est en dessous.